Monsieur Bertha, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous n'êtes pas un imbécile. Ça dépend aux yeux de certains, certainement. Parce qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a 5 Je ans, vous vois venir. vous étiez présenté aux législatives en disant que vous n'allez faire qu'un seul mandat. Or aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes candidat pour un deuxième mandat. Alors, c'est vous qui le dites. Je vous pose moi, la je question. suis pas au courant. Donc, Vous êtes candidat ou pas? Je pense que c'est vraiment une question d'abord dont la réponse intéresse peu de monde, finalement. Je pense que c'est pas du tout Vos l'objet du concurrents moment. un peu, quand même. Oui, ça j'imagine. Mais je pense que c'est sans objet. Et il me semble qu'il y a une étape à franchir avant. Et cette étape, elle me semble très dangereuse. La présidentielle? La présidentielle. Je pense qu'on est un pays aujourd'hui compliqué. On voit bien les situations. Alors on va parler du climat politique, mais pourquoi faire jouer le suspense sur votre candidature? Parce qu'on le sait, vous êtes déjà venu sur le plateau, vous l'avez un peu insinué, vous êtes candidat, mais pourquoi vous ne voulez pas le dire? Non, parce que pour l'instant, certainement, c'est pas une décision qui m'appartient. D'abord, j'aime bien les gens qui se disent « je suis candidat ». D'abord, il y a des procédures pour être candidat. Mais est-ce que vous allez le demander? Ça s'appelle l'investiture. L'investiture, c'est pas du tout l'objet du moment. Je peux vous assurer que dans l'état-major au niveau national, je suis ça de près, c'est pas la question. La question, pour l'instant, c'est comment on prépare ces présidentielles. Je rappelle juste pour mémoire qu'il y a 5 ans, si j'avais été là à peu près jour pour jour, nous avions un deuxième tour annoncé qui devait être, me semble-t-il, M. Hollande contre M. Juppé. Donc vous voyez que le temps politique actuellement est compliqué, qu'il va très vite. Donc je préfère tout à fait rester en observation actuellement pour voir comment ça va se passer. Parce que, très sincèrement, on voit poindre des candidats qui font un petit peu froid dans le dos. Alors, en tout cas, si on observe votre circonscription, vous allez me dire si oui ou non ce candidat vous fait froid dans le dos. Il s'agit de François Courdil. C'est un vieil ami, il a été votre attaché parlementaire. Et aujourd'hui, il a investi par les Républicains. Ça fait rire Olivier Jalaguier. Oui, il se marre depuis le début. Il a bien fait de venir. Qui va pouvoir intervenir, bien évidemment, dans quelques instants. Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que c'est un adversaire sérieux, François Courdil? Alors, il y a 2 mots qui ne peuvent pas convenir. D'abord, le mot vieux, parce qu'il me semble qu'il est remarquablement jeune. Et puis ami, j'ai des amis dans la vie, j'en ai pas beaucoup, je sais l'importance de l'amitié, mais je pense pas qu'il en fasse partie. Je pense qu'il fait partie de ces jeunes loups qui veulent réussir vite, très vite. Moi je l'ai connu effectivement comme l'un des acteurs, pas principaux, mais en tout cas très actifs de la campagne d'Emmanuel Macron. Après je l'ai connu comme quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pendant la campagne législative. Je le vois aujourd'hui aux Républicains. J'ai peur de cette dérive. Je ne sais pas où elle va s'arrêter de son pragmatisme aidant. J'espère qu'elle va s'arrêter là, en tout cas. Alors, vous ne voulez pas trop nous parler des législatives, mais sur votre campagne et votre nouvelle candidature, il peut avoir deux aspects négatifs. Le premier, c'est que les militants En Marche ne sont pas forcément des militants de terrain, contrairement aux Républicains. Et souvent, on vous accuse, ou plutôt on observe le fait que vous êtes beaucoup à Paris, beaucoup investi sur des textes qui vous tiennent à cœur, comme le handicap ou la recherche. Et finalement, vous êtes peu sur le terrain, peu sur votre circonscription. Est-ce que ces 2 facteurs combinés ne peuvent pas nuire à votre réélection? Alors ça, cette réflexion, je sais l'entendre, et je l'entends souvent, c'est faire fi de l'évolution du mandat de député. Parce que cette mandature a changé complètement la donne, ne serait-ce que par le non-cumul des mandats, qui fait qu'aujourd'hui, le député, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de voter et pour qui on vote, aujourd'hui, le député, il est attendu à Paris, essentiellement à Paris, et c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, convier à cette participation des gens qui ont déjà fait la démonstration à titre, par exemple, professionnel, d'un certain nombre de réussites, et réfléchir ensuite, si j'élis cet individu, il va faire quoi à Paris et sur quelle thématique on va le retrouver. J'observe que j'ai la chance, moi, d'avoir mes thématiques, parce que j'ai la chance d'avoir probablement l'âge que j'ai, parce que moi, par contre, je suis un vieux candidat, éventuellement. Par contre, j'ai des thématiques sur lesquelles, j'ai la chance de pouvoir m'inscrire. J'ai travaillé, vous parlez de la recherche, mais je couvre bien d'autres secteurs qui vont sur le médicament, qui vont sur la révolution de la thérapeutique actuelle. On va en parler dans quelques instants. Et donc, c'est surtout ça qui compte. Et donc, oui, mais juste une petite précision, vous êtes député du Gard, vous n'êtes pas député de Gironde, donc forcément, vous avez une implantation locale et vous pouvez aider des projets sur votre circonscription. J'ai aidé des projets, il me semble avoir contribué à sauver 2 entreprises, mais c'est pas ça l'objet. Je faisais justement l'état des lieux des projets sur lesquels je travaille avec Madame la préfète, pas plus tard
de mémoire que vendredi. J'ai des dossiers sur lesquels je me bats parce que je les crois très structurants pour ce coin de France, pour son développement, pour son activité industrielle, pour son activité de formation et pour son activité culturelle, mais aussi touristique. Donc j'ai mes dossiers, je ne m'éparpille pas. Je suis effectivement pas du tout un élu qui va répondre à des demandes personnelles. Je l'avais dit dès le départ, c'est pas mon objet. Mon objet, c'est de participer par tous les relais possibles. Alors, je le fais pas trop savoir parce que j'aime pas ce type de communication. Voilà, c'est pas voilà. Je crois qu'il faut bien choisir ses thèmes et les limiter. Par contre, ne rien lâcher. Et à partir de là, je peux vous assurer qu'au niveau national, vous êtes beaucoup plus efficace et on vous écoute totalement différemment. Dans le dossier, effectivement, est-ce que vous avez pu porter à l'Assemblée nationale? On va donner la parole à Olivier Jalagué. Il a peut-être une question pour vous. Oui, j'ai une question pour Philippe, effectivement. Il y a aujourd'hui, on en faisait allusion, et tu en faisais aussi allusion, Philippe, sur l'intervention le climat qui fait froid dans le dos. Et tu veux, j'imagine, faire allusion au RN et surtout à Zemmour qui grimpe dans les sondages. Mais au-delà de Zemmour qui grimpe dans les sondages, bien avant, il y avait une ministre du gouvernement qui a alerté sur l'islamo-gauchisme dans l'université. Et c'était bien avant qu'on parle de la candidature potentielle de Zemmour. Toi, tu es universitaire, tu fréquentes les étudiants. Quel est ton regard là-dessus et comment tu as vécu l'enterrement en grande pompe de son intervention? Oui, j'ai pas compris. Enfin, je dois être un universitaire totalement décalé, ce qui est un peu étonnant parce que je me vois toujours très en proximité avec mes étudiants. D'ailleurs, juste en arrivant sur ce plateau, vous avez pu le noter, j'avais encore une étudiante qui m'appelait et j'y consacre encore beaucoup de temps. Et vraiment, j'ai pas compris comment ce thème était tombé là, comme ça, sur le tapis, parce que c'est tellement décalé par rapport à ce que nous autres enseignants vivons avec nos étudiants, que je l'ai trouvé totalement sans objet. Alors j'imagine que ça a amusé certains de faire monter cette sauce-là. Je connais suffisamment la ministre pour savoir qu'elle a été un petit peu dépassée par ses propos. Elle a été maladroite ? C'est une forme de maladresse, oui, certainement, mais actuellement, c'est très difficile de ne pas l'être, parce que le moindre mot, ça c'est un peu la force des réseaux, c'est un peu la force de l'ambiance, le moindre mot mal interprété, c'est parti. Moi, je voudrais encore répondre, parce qu'aujourd'hui, le problème est plus profond, oui, que savoir qui est en train de monter dans les sondages, qui redescendra demain, etc. C'est une ambiance assez nauséeuse sur la démocratie représentative, qui est remise en cause au quotidien. Je n'ai plus une journée, j'ai une boucle avec mes collègues députés, en tout cas dans mon groupe, sans que l'un d'entre nous reçoive des menaces de mort. Mais c'est assez incroyable ce qui se passe actuellement. Juste pour poursuivre peut-être la question de M. Jalagué, donc il y a l'islamo-gauchisme, mais il y a aussi une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte. Est-ce qu'à un moment donné, le président Macron n'a pas une part de responsabilité, notamment quand il fait de sa principale adversaire Marine Le Pen, ce qui permet de mettre en lumière ses idées et de les infuser dans la société? Alors, s'il est coupable, ça fait longtemps que les présidents sont coupables, parce que, bon, je pense que la montée du Front National, enfin du Rassemblement National, que je préfère d'ailleurs appeler définitivement Front National, c'est quand même quelque chose qui date des années 80, de l'époque de François Mitterrand. Donc, comment ne pas en faire son principal ennemi, entre guillemets, ou concurrent, quand vous regardez les résultats des élections depuis 20 ans dans ce pays, parce qu'on voit bien cette progression, donc forcément, vous savez que le danger est là. Mais quelque chose. Aujourd'hui, ça exprime quelque chose. Si les gens votent aujourd'hui pour Marine Le Pen, si dans les différents sondages, les gens indiquent qu'ils vont voter pour Éric Zemmour, est-ce qu'il faut se cacher les yeux? Ou est-ce qu'il faut prendre en compte ce vote de protestation? Alors, le prendre en compte, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand on attaque les problèmes de sécurité, moi je sais le travail qui est fait. Je sais avec qui je discute sur cette circonscription au niveau des responsables de la gendarmerie ou de la police nationale. Je peux vous assurer qu'ils me confessent tous que le boulot en ce moment, ils sont en train de le faire comme ils ne l'ont jamais fait. Bon, le problème, c'est que c'est plus profond que ça. Je crois qu'il se cumule plein de choses. Se cumule la mondialisation. Les gens n'y étaient pas prêts. Se cumule
l'arrivée de l'outil informatique, qui a créé aussi beaucoup de difficultés chez beaucoup de gens. Donc les gens se sont mis à avoir peur et à se sentir un peu dépassés. Donc tout ça est en train d'effectivement à agréger, plus des problèmes d'une immigration que nous n'avons pas su intégrer, il ne faut pas se le cacher. Je pense qu'on n'a pas su forcément faire évoluer notre modèle éducatif, faire cette diversité qui doit être prise comme une opportunité et une chance, mais qui actuellement a été remarquablement mal gérée depuis des décennies dans ce pays. On arrive au bout de notre interview, mais Coralie, vous aviez malheureusement qu'une dernière question, parce qu'on arrive au bout, on a beaucoup de choses dans l'émission. Rapidement, peut-être sur la vaccination, le président doit parler demain. Quel est votre regard sur la situation épidémique et vous, en tant que député, quelles solutions vous pensez pouvoir apporter ou qu'est-ce que doit faire le président de la République ? Déjà, moi je voudrais dire en liminaire, je suis assez heureux d'être en France. Et que heureusement qu'on n'a pas écouté un certain nombre d'esprits, de bons esprits de politique, en particulier au sujet des décisions courageuses qu'il fallait prendre, qui, comme toute décision courageuse, ne sont pas faits pour être populaires. À un moment donné, on ne fait pas du populisme sur la santé. Mais rapidement, là, est-ce que vous craignez une 5e vague ? Moi, j'ai observé les chiffres, je les ai indiqués en rentrant. Je vois qu'effectivement, on est pratiquement maintenant à 50 de taux d'incidence à partir de ce soir. Donc, on voit que ça monte. On voit que l'hiver commence. On voit que... J'ai toujours analysé cette vague comme arrivant de l'Est. On voit ce qui se passe dans les pays de l'Est, on voit ce qui se passe en Allemagne, on voit ce qui se passe en Belgique. La guerre contre le Covid, elle n'est pas terminée ? Bien sûr que non, elle n'est pas terminée. Bien sûr que non. Vous êtes favorable à la vaccination des enfants et peut-être à la dose de rappel dans le pass sanitaire ou pas ? La vaccination des enfants, je n'ai pas vraiment, pour l'instant, décidé. Je n'ai pas encore suffisamment discuté avec les spécialistes. Je ne m'exprime jamais à titre personnel sur des sujets aussi pointus. J'ai l'occasion d'en croiser régulièrement, donc on va se reposer la question. La 3e dose, oui, évidemment, parce que l'immunologie, c'est l'immunologie. Lorsque l'on a produit des anticorps contre le virus, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir une chute de ce taux d'anticorps. Donc, il va falloir relancer la machine immunitaire. Et donc, cette 3e dose, elle me paraît totalement obligatoire. Merci, Monsieur Bertha, d'avoir répondu à nos questions.